Oui, alors dans cette conférence, je vais vous parler de la physique de l'atome, comme on vous vient juste de vous le dire, mais plus particulièrement de la physique du noyau atomique. Vous avez sans doute tous entendu parler de radioactivité, qu'elle soit naturelle ou artificielle, de fusion et de fission. Et donc pour mieux comprendre ces phénomènes et leur origine, je vous propose de retracer ensemble l'historique des découvertes et des avancées technologiques qui ont mené à notre vision moderne de cet atome. Alors cette vision est la suivante. Un atome est composé d'un nuage de Z électrons chargés négativement. Ce sont ces électrons qui confèrent à l'atome ses propriétés chimiques et atomiques, c'est-à-dire par exemple le type et le nombre de liaisons qu'il peut former avec d'autres atomes ou la nature de la lumière qu'il peut émettre ou absorber. Au centre de cet atome, il y a un tout petit noyau qui est composé de anucléons, qui sont de deux sortes. Des protons chargés positivement, Z, protons, ce qui fait que l'atome est globalement neutre, et N neutrons qui, comme leur nom l'indique, ne portent aucune charge. Alors les neutrons et le proton sont environ 2000 fois plus massifs qu'un électron, et donc ce qui fait que le noyau confère la plus grande partie de la masse à l'atome. Alors depuis les années 60, on sait que les nucléons, contrairement aux électrons, ne sont pas des particules élémentaires. Ils sont eux-mêmes composés d'autres particules, qui sont les quarks essentiellement, au nombre de 3, qui interagissent via une des 4 forces de la nature, qui est la force forte. Du fait des propriétés de cette force, les quarks sont un peu comme emmurés, confinés au sein d'un nucléon, et un quark d'un nucléon va interagir avec un quark d'un autre nucléon par une interaction résiduelle de cette force forte. C'est cette interaction résiduelle qui lie les nucléons au sein du noyau. Donc, on représente un atome par son symbole chimique qui dépend du nombre de protons et d'électrons Z et par son nombre total de nucléons qui est la somme de Z et de N nombre de neutrons. Alors on peut vraiment parler de physique nucléaire à partir du moment où les physiciens ont émis l'hypothèse qu'il y avait un noyau. Et ça arrive en 1911, lorsque le physicien néo-zélandais Ernest Rutherford publie un article dans lequel il arrive à la conclusion que toute la charge positive de l'atome doit être concentrée dans un tout petit noyau. Et on verra comment il est arrivé à cette conclusion. La même année, Marie Curie se voit attribuer son deuxième prix Nobel, celui-ci en chimie, pour la découverte et l'étude de 2 nouveaux éléments, le radium et le polonium. Alors, comme on le verra, ces 2 événements sont liés, parce que sans le radium de Madame Curie, Rutherford n'aurait sans doute pas découvert le noyau. Et jusque dans les années 1930 et l'avènement des accélérateurs de particules, les sources intenses radioactives de radium et de polonium seront les seuls moyens à la disposition des chimistes et des physiciens pour aller sonder la structure interne de l'atome. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un peu marche arrière dans le temps pour voir dans quel contexte ces 2 événements ont eu lieu. Alors, à l'aube du XXe siècle, la plupart des physiciens, et pas des moindres, pensaient qu'il n'y avait plus rien à découvrir, qu'il fallait juste mesurer les choses plus précisément. En effet, les lois de la physique de l'époque, c'est-à-dire la mécanique et la gravitation de Newton, l'électromagnétisme de Maxwell, la thermodynamique, la physique statistique, permettaient de comprendre plus ou moins tous les phénomènes observés. Quant à la constitution de la matière, une des théories prévalentes était celle du chimiste John Dalton, confortée par la découverte du mouvement brownien. Donc John Dalton, il pensait que la matière était faite d'atomes, qui vient du grec atomos, qui veut dire indivisible. Pour lui, les atomes étaient un peu comme des boules de billard qui pouvaient s'assembler ensemble. Les atomes d'un même élément étaient identiques, et ce qui distinguait les atomes d'un élément des atomes d'un autre élément, c'était leur masse. Et c'est pour ça que la masse a servi très tôt à classifier les éléments. Et on a tout de suite remarqué des comportements périodiques dans la chimie des éléments. Et pour traduire ces comportements, on a construit des tables et des tableaux, dont le plus célèbre, et celui qui est encore utilisé aujourd'hui, est celui du chimiste russe Dimitri Mendeleïev, dont vous voyez ici la première version de la table de 1869. Alors par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, elle est tournée de 90 degrés. Donc tous les 63 éléments connus à l'époque sont rangés par masse croissante dans le tableau. Tous les éléments d'une même ligne
ont des propriétés chimiques similaires, et l'emplacement de chaque élément dans le tableau est donné par la lettre Z, qui à l'époque ne veut pas encore dire ce qu'on sait aujourd'hui, mais qui venait simplement de l'allemand Atomzahl, numéro atomique. Un des succès de cette table, c'est que vous voyez qu'il y a des cases vides. Par exemple, ici à 68, 70, 45, c'est là où Mendeleïev pensait qu'on devait découvrir un élément. Et en effet, un peu avant 1900, le gallium, le germanium et le scandium étaient découverts avec les propriétés prédites par cette table. Donc les lois de la physique de l'époque, l'atome de Dalton et le tableau périodique permettaient d'expliquer la plupart des choses qu'on pouvait observer. Il y avait quand même deux petits nuages, je dirais, dans le ciel de la physique théorique de l'époque. Et le premier était dû au rayonnement thermique des corps. Vous savez tous que quand on chauffe un corps, il va émettre un rayonnement dont la distribution de longueur d'onde ne dépend que de sa température. Et plus on chauffe un corps, plus il va émettre dans les longueurs d'onde de plus en plus vers le bleu, de l'infrarouge, rouge, bleu, ultraviolet. Or, la théorie classique prédisait un nombre infini de modes de rayonnement à petite longueur d'onde ou à haute fréquence. C'est ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette. Et c'est le physicien Max Planck qui réussit à reproduire les courbes expérimentales, mais cela supposait que la matière ne pouvait émettre ou absorber de la lumière que par petits paquets d'énergie proportionnels à la fréquence, ce qui limitait naturellement le nombre de modes à haute fréquence pour des raisons énergétiques. Et il appelait ces petits paquets des quantas. Einstein ira même plus loin en disant que cette quantification résulte de la granularité même de la lumière qui, selon lui, serait composée de petites particules qu'on appellera plus tard des photons. L'autre problème était lié celui-ci à la nature ondulatoire de la lumière. Vous savez que les vagues se propagent dans l'eau, le son se propage dans l'air, et donc les physiciens de l'époque pensaient que la lumière se propageait dans un milieu, l'éther. Et donc la vitesse de la lumière qui venait des équations de Maxwell était définie par rapport au référentiel de l'éther. Et donc, si on était un référentiel en mouvement, soit on observait la lumière en mouvement, on devait pouvoir mesurer une vitesse de la lumière différente. Et beaucoup d'expériences ont été réalisées pour mettre ça en évidence, mais elles ont toutes échoué. Et l'expérience la plus connue, l'expérience ratée la plus connue, est celle d'interférométrie de Michelson et Morley, qui n'ont pas pu mettre en évidence de différence de vitesse de la lumière selon des directions de propagation différentes. Donc Einstein, il réconcilie la relativité galiléenne avec les équations de Maxwell en énonçant sa théorie de la relativité restreinte. Donc l'éther est un peu abandonné. On établit que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels et la vitesse de la lumière dans le vide est une constante, quelle que soit la vitesse de l'observateur ou de l'émetteur. Et une des conséquences mondialement connues de cette théorie est l'équivalence masse-énergie qui, comme on va le voir, aura toute son importance dans le petit monde subatomique. Donc on a une révolution quantique et relativiste qui se profile. Du point de vue expérimental, la révolution vient de l'ancêtre du tube cathodique ou tube de Crookes, qui est ici représenté. Donc c'est un tube en verre évidé dans lequel il y a deux électrodes et aux bornes desquelles on applique une tension. Et quand on fait ça, on voit apparaître un faisceau qui émane de la borne négative. C'est pour ça que ce faisceau s'appelle un faisceau cathodique. Il se propage en ligne droite et quand il heurte les parois du tube, on voit comme une lueur fluorescente. On ne savait pas trop ce que c'était, des ondes, des particules, mais c'est Jean Perrin qui démontre que ce sont des particules de charge négative en les déviant par un champ magnétique. Les choses évoluent très vite lorsqu'à Cambridge, Thomson perfectionne les techniques du vide et réussit à superposer, en plus du champ magnétique, un champ électrique. Et en jouant sur les amplitudes de ces champs, il arrive à mesurer le rapport charge sur masse de ces particules, et il trouve le même résultat, quel que soit le matériau de la cathode, quel que soit le gaz résiduel dans le tube. Et donc il en arrive à la conclusion que ces corpuscules, comme il les appelait, étaient les constituants des atomes, qui donc n'étaient plus indivisibles et qui normalement ne devraient plus s'appeler atomes.
on saura par la suite que ces corpuscules, en fait, sont les porteurs élémentaires de la charge électrique, de l'électricité, qui était connue depuis bien longtemps. Ce sont des électrons. Donc, il élabore son modèle de l'atome, qui est connu sous le nom de plum pudding pour des raisons évidentes, où les électrons étaient comme un peu répartis dans une glu de charge positive, un peu comme des raisins dans un gâteau de raisin. Alors, deux autres découvertes sont liées au tube de Crookes. La première est arrivée en Allemagne, où Wilhelm Röntgen manipulait aussi avec un tube de Crookes, et il se rend compte qu'un autre rayonnement est émis, beaucoup plus pénétrant. Comme il ne savait pas ce que c'était, il l'appelait X pour inconnu. Et donc, ce rayonnement pouvait traverser différentes épaisseurs de matériaux, impressionner une plaque photo. Et vous voyez ici la première radiographie au monde, celle de la main de sa femme, qu'il a réalisée dans son laboratoire. Alors bien sûr, cette photo a fait le tour du monde en l'espace de peu de temps. C'était la première fois qu'on pouvait voir à l'intérieur d'un corps sans avoir à le découper. Et pour cette découverte, Röntgen recevra le premier prix Nobel de physique en 1901. Alors Henri Poincaré présente les résultats de Röntgen à la réunion hebdomadaire de l'Académie des sciences à Paris, et il fait une corrélation, il suggère une corrélation entre ces rayons X et la lueur fluorescente du tube de Crookes. Dans la salle, il y a un énorme spécialiste de la fluorescence, c'est une histoire de famille, son père aussi était expert, c'est Henri Becquerel. Et il décide de prendre un matériau bien connu pour ses propriétés de fluorescence, pour voir s'il peut en savoir un peu plus sur ces rayons X, et il décide d'étudier l'uranium. Et là, il se rend compte que l'uranium émet un autre rayonnement. Sans besoin de l'exposer préalablement à la lumière, il émet spontanément un autre rayonnement, capable lui également d'impressionner une plaque photographique, et aussi capable d'ioniser de l'air et décharger un électroscope chargé. Par exemple, si vous approchiez un bout de minerai à cette boule ici de l'électroscope, on verrait les deux fines feuilles d'or se rapprocher ensemble à une vitesse qui dépendait du taux d'ionisation de l'air. Et c'est là que rentre en scène une jeune Polonaise, Marie Curie, récemment mariée à Pierre Curie. Elle cherche un sujet de thèse et donc elle va décider d'étudier ces rayons uraniques. Elle s'aperçoit assez rapidement que le thorium émet aussi un même genre de rayonnement. Et ce qu'elle va faire, elle va procéder, elle va quantifier ce rayonnement en mesurant précisément les quantités d'ionisation produites par les différents matériaux. Elle va utiliser ce dispositif qu'on peut toujours voir au musée à Paris. Donc, on a une chambre d'ionisation remplie de gaz, où on va gaz ionisé. Les charges générées vont faire tourner le cadran d'un électromètre et on va compenser la rotation de cet électromètre précisément avec un générateur de charge, le quartz piézoélectrique découvert par les frères Pierre et Jacques Curie. Et donc, comme ça, elle peut mesurer précisément les activités des différents échantillons. C'était un travail très pénible. Il fallait procéder à des séparations chimiques, mesurer l'ionisation des différentes choses, faire des séparations chimiques des fractions les plus actives et ainsi de suite. Il fallait traiter des quantités de minerais impressionnantes, mais au final, elle arrive à identifier deux substances beaucoup plus actives que le thorium et l'uranium, qu'elle baptise le polonium en l'honneur de son pays de naissance, et le radium parce que littéralement, il rayonnait. Elle baptise également ce phénomène radioactivité, puisque c'est un phénomène beaucoup plus général que seulement propre à l'uranium et au thorium. Alors, Ernest Rutherford, avec cette nouvelle de la radioactivité, il laisse tomber ses travaux d'études de conduction de gaz à Cambridge et il va au Canada pour travailler sur ce nouveau phénomène qui fait un peu le buzz. Et il découvre qu'il y a deux types de radioactivité. Le premier, il l'appelle alpha, la première lettre de l'alphabet grec. C'est des particules chargées positivement. Le deuxième, bêta, ce sont des particules chargées négativement. Et à Paris, Paul Villard découvrira une troisième forme de radioactivité, celle-ci neutre, sans charge. Les radioactivités se distinguent aussi par leur pouvoir de pénétration, c'est-à-dire qu'une particule alpha va être un faisceau de particules
particule alpha va être atténuée dans des épaisseurs très fines de matériaux, alors que les bêta peuvent aller beaucoup plus loin et traverser des épaisseurs de papier et s'arrêter dans l'aluminium. Il faut carrément des épaisseurs de béton pour arrêter les gamma. Alors c'est Rutherford qui prouvera que les particules alpha sont en fait des ions hélium. On se rendra vite compte que les bêta sont des électrons de haute énergie et que les gamma sont un rayonnement électromagnétique de plus haute fréquence que la lumière visible, même plus haute fréquence que les X. Alors, Rutherford continue ses activités au Canada avec un très grand chimiste, Frédéric Soddy, et il se rend compte que la radioactivité est accompagnée d'une transmutation, c'est-à-dire qu'un élément chimique va devenir un autre élément chimique. Et ils établissent la première chaîne de décroissance ici du radium qui, après émission d'une particule alpha, se transforme en un gaz. Ils appelaient ça l'émanation, qui elle-même se transforme en ce qu'ils appelaient le radium A, B, etc. On sait désormais que cette chaîne correspond à la chaîne de décroissance du radium-226, qui se transforme en le fameux gaz radon dont vous avez tous entendu parler. Et si on suit la chaîne de décroissance, on arrive à un noyau, enfin un atome de plomb stable ayant 206 nucléons. Alors, il découvre aussi que le taux de changement d'une espèce en une autre suit une loi exponentielle et définissent la notion de période ou de demi-vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en une période, le nombre d'atomes d'une substance chimique est divisé par 2, et ainsi de suite. Et ils définissent aussi, à cette époque-là, des unités. Alors, en l'honneur de Pierre Curie, qui est décédé dans un accident de la circulation à Paris en 1906, le Curie sera l'unité d'activité qui correspond à l'activité d'1 gramme de radium. Alors, c'est une unité, c'est immense, parce qu'un gramme de radium, c'est très radioactif, c'est 37 milliards de désintégrations par seconde. De nos jours, on utilise une unité un peu plus petite, le becquerel, qui correspond à une désintégration par seconde. Et ici, je vous donne quelques exemples d'activité. Donc, nous tous sommes radioactifs, naturellement, de l'ordre de 130 becquerels par kilogramme. Si vous habitez en Bretagne, où vous avez un plan de travail en granit à la maison, c'est aussi radioactif. Bien sûr, si vous allez faire des tests de l'imagerie dans le médical, les activités impliquées sont beaucoup plus grandes et bien sûr, un combustible usé sorti d'un réacteur a une activité très importante. Alors, une des conséquences de cette loi exponentielle est la radioactivité tellurique. En effet, si des substances ont des périodes comparables, voire plus grandes que l'âge de la Terre, et ben ces substances sont toujours présentes en nombre important sur Terre. Et c'est le cas du thorium qui a 14 milliards d'années de période. L'uranium est à une période pratiquement similaire à l'âge de la Terre. Et le potassium-40, par exemple, a une période assez élevée. Et c'est d'ailleurs, par exemple, la raison pour laquelle on a découvert la radioactivité, puisque ces éléments sont toujours présents sur Terre. Et le potassium-40 contribue pour moitié à la radioactivité dans nos corps. Il y a un autre type de radioactivité, celle-ci appelée cosmogénique. Alors vous savez peut-être tous qu'on est bombardé constamment de rayons cosmiques qui nous viennent du Soleil, mais aussi de notre galaxie. C'est des particules qui ont un grand spectre d'énergie. Ça peut être des ions, hydrogène, des protons, des héliums, des électrons, des photons de différentes énergies. Et alors, une bonne partie est repoussée par notre champ magnétique, mais il y a une partie qui interagit dans les hautes couches de l'atmosphère et qui génère une gerbe de particules différentes, y compris des neutrons. Et ces neutrons peuvent être absorbés par l'azote de l'atmosphère, qui devient un carbone radioactif, qui s'associe avec des molécules d'oxygène et forme un CO2 radioactif qui est absorbé par les êtres vivants. Alors, en temps normal, quand on est en vie, quand soit les arbres ou les poules sont en vie, il y a des échanges constants avec l'atmosphère. Donc, le rapport du nombre de carbone radioactif sur carbone stable est celui de l'atmosphère, qui est environ le rapport que je donne ici, 10 puissance moins 12. Il y a des variations.
Par contre, quand un être vivant ou un arbre meurt, eh ben, les échanges se sont arrêtés et du coup, la quantité de carbone 14 dans ces restes d'êtres vivants diminue avec une demi-vie de 5700 ans. Et donc, si on mesure le rapport, on peut savoir à quelle date cet arbre ou cette poule est morte. Ça sert à dater. Et il y a d'autres rapports d'isotopes qui peuvent servir à dater des choses encore plus anciennes, des roches, etc. D'un point de vue énergétique, on s'est vite rendu compte que cette radioactivité libérait beaucoup d'énergie. Une énergie considérable, beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait avoir par des réactions chimiques, par exemple. Et Pierre Curie et Albert Laborde font la mesure et montrent que 1 gramme de radium fait fondre son poids de glace en moins d'1 heure. D'ailleurs, la découverte de la radioactivité a permis de réviser l'âge de la Terre, qui avait été calculé par Lord Kelvin à quelque chose entre 20 et 100 millions d'années, qui était insuffisant pour les géologues et les biologistes pour expliquer les formations rocheuses ou, par exemple, l'évolution des espèces. Cette source de chaleur supplémentaire fait que la Terre ne refroidit pas aussi vite depuis sa formation, et donc ça fait que son âge est allongé en accord avec ce qui était observé par les géologues, etc. Et récemment, on a mesuré que à peu près la moitié du flux de chaleur terrestre est due justement à la radioactivité du thorium, de l'uranium et du potassium. Et les gens se posaient la question, mais d'où vient cette énergie? Et se posaient déjà la question, est-ce qu'on pourra un jour la maîtriser? Et c'est ce qu'écrit Rutherford dans un des premiers livres dédiés à cette ce nouveau phénomène, la radioactivité. Donc Rutherford, justement, il rentre du Canada et il va à Manchester, où il continue à étudier ces fameuses particules alpha. Et il demande à son assistant Geiger et à un étudiant de réaliser des expériences de diffusion. Le schéma est illustré ici. Donc on avait une source intense préparée par Madame Curie, une source alpha, dans un château de plomb, et ça faisait un mince faisceau de particules alpha qui venait heurter une feuille d'or, et ce qu'il fallait, c'est mesurer les angles de diffusion. Donc on allait avec des petits microscopes devant lesquels il y avait des écrans fluorescents, et il fallait compter le nombre d'impacts par angle dans l'obscurité la plus totale. C'était un travail très fatigant, et c'est sans doute pour ça que Geiger il a développé un système un peu plus automatique qu'on utilise encore de nos jours. Et ce qu'ils observèrent les étonnèrent. La majorité des particules alpha passées étaient très peu déviées, mais il y en avait quand même qui étaient déviées à très grand angle. Et Rutherford dira un peu plus tard, c'est aussi peu croyable que si nous avions tiré un obus sur du papier de soie et que l'obus nous était revenu en pleine figure. Alors pourquoi? C'est parce que dans le modèle du plum pudding, où cette charge positive est répartie dans tout l'atome, on s'attendait à ce que les particules alpha qui arrivent très vite et qui sont 8000 fois plus massives que l'électron soient juste un peu déviées par cette glu positive. Et il n'y avait aucune possibilité qu'elle soit déviée à très grand angle. Et donc il aura fallu à Rutherford 2 ans de se creuser la tête, de prendre des cours de physique statistique, et d'analyser le problème dans tous les sens. Et finalement, il a dit, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut mettre toute la charge positive dans un tout petit noyau. Et si on fait le calcul, on peut reproduire la courbe expérimentale du nombre de particules alpha diffusées en fonction de l'angle de diffusion. Donc le noyau est né. Alors, une des conséquences de ce modèle de Rutherford, c'est que la matière est vide, parce que l'atome a une taille de 10-10 mètres, alors que le noyau est tout petit. Et entre les deux, il n'y a rien. Une autre conséquence, c'est que malheureusement, l'atome de Rutherford était instable, parce que l'électromagnétisme nous dit que l'électron qui tourne autour du noyau devrait rayonner, devrait perdre de l'énergie, et en quelques centaines de nanosecondes, même pas, s'écraser contre le noyau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, il y avait un jeune Danois à Manchester, du nom de Niels Bohr, qui résout le problème en s'inspirant des quantas de Planck. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, c'est simple, l'énergie cinétique des électrons est quantifiée, c'est-à-dire qu'il y a seulement certaines orbitales d'énergie donnée qui sont autorisées.
énergie qui dépend donc de la charge du noyau et qui varie en fonction d'un nombre quantique, n, qui reflète en quelque sorte le rayon de ces orbites. Et le saut électronique d'un niveau à un autre s'accompagne de l'émission de lumière. Par exemple, ici, quand on passe d'une couche n égale 5 à n égale 2, on émet une lumière d'une longueur très caractéristique. Et c'est comme ça qu'il arrive à expliquer le spectre de l'émission de l'hydrogène qui était connu. Et donc cet atome de Bohr va faire se développer une nouvelle physique, celle de la mécanique quantique, qui, on verra, aura beaucoup d'applications et qui a fait que Alain Aspect a eu le prix Nobel l'année dernière. Donc voilà, alors du point de vue expérimental, les gens se creusent, eux, la tête très fort. Pourquoi? Parce qu'en 15 ans, plus de 40 radioéléments ont été découverts. Je vous mets ici la chaîne de décroissance du thorium telle qu'établie par Soddy. Et alors le problème, c'est qu'entre le bismuth et l'uranium, il n'y a que 7 cases inoccupées dans le tableau périodique, alors qu'il y a plus de 40 radioéléments découverts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un autre problème, c'est qu'il y avait certaines substances qui étaient chimiquement inséparables. On sait maintenant que le mésothorium 1 et le thorium X sont en fait deux atomes différents du radium, l'un avec 228 nucléons, l'autre avec 224 nucléons. Qui dit inséparabilité chimique dit égalité chimique. Et donc Soddy, il arrive à son concept d'isotope. Isotope, ça veut dire au même endroit ou dans le tableau périodique. Donc pour les éléments radioactifs, on peut avoir des masses différentes, mais on peut avoir les mêmes propriétés chimiques. Donc ça quand même venait mettre un certain désordre dans ce tableau périodique et dans la théorie de l'atome de Dalton. Et c'est un jeune collaborateur de Rutherford qui, là encore, va résoudre ce problème du nom de Henry Moseley. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va mesurer avec une toute nouvelle technique qui s'appelle la diffraction X. Il va mesurer la fréquence des rayons X émis par tout un tas d'éléments. Alors ici, je vous mets ce fameux plot, ça s'appelle l'escalier de Moseley. Donc c'est la position des figures de diffraction, c'est les raies noires ici que vous voyez, qui sont proportionnelles à la longueur d'onde de la lumière ou inversement proportionnelles à l'énergie, en fonction ici du numéro atomique qui va ici en croissant. Et il remarque qu'il y a une relation quadratique dans ce cas-là, mais si on fait le numéro atomique en fonction de la racine carrée de l'énergie, c'est une droite. Donc il y avait une relation entre Z, qui n'était qu'un nombre, atome ZAL, et l'énergie. Et en particulier, l'énergie variait comme Z carré. En s'inspirant des résultats de l'atome de Bohr, on fait tout de suite le rapprochement et on se dit, bah oui, Z, c'est la charge du noyau atomique. Et un peu plus tard, on comprendra les périodicités du tableau des comportements chimiques en termes de remplissage de couches électroniques. Alors, on est en 1914, la guerre éclate et malheureusement, Moseley sera tué en 1915 en Turquie. Mais bon, une partie de l'effort scientifique s'arrête pour l'effort de guerre. Mais après-guerre, les choses continuent et on assiste à la première transmutation en laboratoire par Rutherford qui bombarde de l'azote avec des particules alpha et il voit que se dégage de l'hydrogène. Et donc pour lui, comme ce qu'avait fait Thomson où il voyait des électrons être arrachés du tube de Crookes, comme il a arraché l'hydrogène, il pense que l'hydrogène, c'est la composition, enfin c'est le composant du noyau, et il l'appelle proton comme premier. Et donc, si on résume un peu la situation, on pense alors que le noyau est composé de A protons, de A moins Z électrons, pour qu'il y ait la bonne charge et que l'atome soit neutre. Et c'est là que Rutherford voit, bon d'accord, mais si un électron peut lier deux protons, sûrement qu'une paire électron-proton doit être liée, elle est très très liée, et aurait toutes les caractéristiques d'une particule neutre. Alors cette idée passe un peu inaperçue dans le monde, mais sûrement pas, mais sauf à Cambridge où il est nommé directeur, et vous verrez que ça aura une très grande importance pour la découverte de cette particule neutre, le neutron. Alors à Cambridge,
Toujours, on voit les débuts de la spectrométrie de masse pour Aston, qui fait évoluer ce tube de Crookes en quelque sorte. Donc rappelez-vous, dans un tube de Crookes, on voit un faisceau cathodique, mais il vient d'où? En fait, il vient du fait que dans le tube à vide, il y a des ions résiduels qui sont accélérés par cette différence de potentiel, et quand ils viennent frapper la cathode, ils en arrachent les électrons. Donc il y a en fait deux faisceaux dans un tube de Crookes. Et là, ce que va faire Aston, il va étudier ce faisceau qu'ils appelaient faisceaux canaux, les faisceaux d'ions. Et il va remplir ce tube de différents gaz pour avoir des faisceaux de différents ions. Et alors, il va dévier d'abord par un champ électrique, puis par un champ magnétique, et ces ions viennent s'enregistrer sur une plaque photo à un endroit qui dépend de la masse des ions. Charge sur masse, mais de la masse des ions. Et ici, je vous ai représenté schématiquement ce qu'on aurait vu si on remplissait ce tube de néon. On verrait deux lignes à 20 et à 22, et pour le chlore, 35 et 37. Donc en fait, Aston prouve le concept d'isotopie, même pour des atomes stables, non radioactifs, le néon 20 et le néon 22 sont totalement stables, et il mesure aussi des abondances isotopiques. Ici, par exemple, le néon 20 est 10 fois plus abondant dans un gaz néon que le néon 22, par exemple. Il mesure aussi la masse relative des isotopes par rapport à l'oxygène qui est défini comme 16, et il voit que ce sont des nombres entiers, tous, sauf à l'exception de l'hydrogène, qui est un peu plus lourd. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met dans une balance 4 hydrogènes ou 4 protons non liés, eh ben, ils pèsent plus que les mêmes 4 protons, mais dans un noyau formant l'hélium. Alors, c'est dans l'image de l'époque. Et donc, Aston pense que la masse est perdue pour former les noyaux. Et déjà, à cette époque, Eddington et même Jean Perrin suggèrent que la transformation d'hydrogène en hélium, donc la perte de cette masse, libère de l'énergie qui serait à la source de l'énergie du Soleil. Alors, Aston reçoit le prix Nobel pour ces mesures d'abondance, mais aussi pour cette fameuse règle des nombres entiers. Mais lorsqu'il perfectionne son spectromètre, qui devient avec une résolution 10 000 fois plus grande, il se rend compte que ces nombres, ce ne sont pas tout à fait des nombres entiers. Il fait ce graphe qui représente quoi? Ça représente le gain, si c'est positif, ou la perte en masse par proton par rapport à l'oxygène, due à la formation d'un noyau. Et alors, il y a deux choses essentielles qu'on peut retenir de cette courbe. C'est qu'en combinant deux noyaux légers, on perd de la masse, du coup de l'énergie est libérée, et c'est le principe même de la fusion qui se passe dans le Soleil. À l'envers, si on va à des noyaux plus lourds, si on casse un noyau lourd, on va obtenir des noyaux de masse plus faible, et pareil, de l'énergie sera libérée. Et donc, c'est le principe de la fission dont on va parler un peu plus en amont. Donc, on en arrive à la découverte du neutron, qui est en fait l'aboutissement de plusieurs expériences menées en Europe. Ça commence à Berlin, avec Bott et Becker, qui découvrent une étrange réaction. Quand des particules alpha bombardent du beryllium, il y a un rayonnement inconnu neutre qui apparaît, qui est capable de traverser des épaisseurs de plomb. Oh là, qu'est-ce que c'est? Alors, Irène Curie et Frédéric Joliot répètent ces mêmes expériences et progressent en mettant de la paraffine devant ce rayonnement inconnu. Ils voient qu'il y a émission de protons énergétiques. Alors, Irène et Frédéric pensent que ce rayonnement inconnu, ce serait des photons gamma de très très haute énergie. Mais Chadwick, qui est à Cambridge et qui a entendu le speech de Rutherford sur cette fameuse particule neutre qu'il fallait chercher, voit tout de suite qu'il s'agit de cette particule neutre, et il va faire les expériences qu'il faut pour le prouver. Donc il va intercaler différents matériaux et mesurer l'ionisation des particules éjectées, et il arrivera à la conclusion qu'on peut expliquer les résultats expérimentaux que si la masse de ces particules inconnues est 1, donc équivalente au proton. Et donc, il a découvert le neutron. Et très vite, des théoriciens imaginent des modèles du noyau composé de N neutrons et de Z protons. Et donc, basiquement, on est passé du plum pudding à notre vision quasi moderne en l'espace de ce laps de temps.
Et comme vous le voyez, la présence des neutrons dans le noyau explique l'isotopie, puisque pour des mêmes propriétés chimiques qui dépendent de Z, on peut avoir des masses différentes selon qu'on a plus ou moins de neutrons dans le noyau. Mais s'il n'y a plus d'électrons dans le noyau, d'où vient la radioactivité bêta, qui sont des électrons? Et c'est là que Enrico Fermi propose l'existence d'une nouvelle force, la force faible parce qu'elle est plus faible que la force forte, et énonce sa théorie de la décroissance bêta. En fait, les électrons de la radioactivité bêta sont créés à l'instant de la décroissance. Ils ne sont pas présents dans le noyau avant. Un neutron se transforme en un proton et un électron, et on a besoin de l'émission d'une autre particule qu'on appelle neutrino. Neutrino, pourquoi? Parce que neutron était déjà pris et que c'était une particule neutre et qui interagissait qui continue d'interagir très peu. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Il soumet cette théorie à la revue prestigieuse Nature, et on lui répond que c'est une idée très farfelue et qu'il faut qu'il s'abstienne de publier ses résultats. Et c'est pour ça que les premières versions de ce travail sont en italien et en allemand, dans des revues italiennes et allemandes, par exemple. Alors, on en arrive à l'avènement des accélérateurs. Alors, pourquoi? Là, les physiciens, tout ce qu'ils avaient à leur disposition, c'était des sources alpha. Donc, c'est-à-dire que les énergies des particules alpha étaient définies et ils étaient quand même limités à la quantité, à l'activité des sources qu'ils pouvaient utiliser. Donc, on voulait pouvoir sonder le noyau avec des énergies variables et avec tout un tas de particules et d'intensités différentes. Et donc, on a les premiers accélérateurs en Angleterre avec le multiplicateur de tension Cockcroft-Walton, qui permettait d'obtenir quelque chose comme une différence de potentiel de 800 kV, par exemple. À Berkeley, aux États-Unis, on part sur une autre technique, on va utiliser plusieurs fois une petite tension accélératrice pour, au final, avoir une grande accélération à la fin, c'est le cyclotron. Et alors, en bombardant du lithium avec des protons de 250 kV, donc, Cockcroft et Walton observent la réaction suivante. Le lithium absorbe le proton et on a émission de 2 héliums. Et si on fait le bilan d'énergie, le faisceau a une énergie de 250 kV, et à l'arrivée, on a des particules alpha qui mesurent 17 mégaélectronvolts. Et donc, en fait, c'est la première preuve expérimentale de énergie égale MC2. Si on ne prend pas en compte les masses dans le bilan énergétique, on n'arrive pas à expliquer d'où sort toute cette énergie. Donc, avec les accélérateurs, on commence à sonder de plus en plus le noyau, on commence à connaître un peu mieux cette interaction qui lie les nucléons dans le noyau. On se rend compte qu'elle est très forte, du coup c'est pour ça qu'on l'appelle forte, beaucoup plus forte que la répulsion électrostatique entre les protons. Elle est de très courte portée, elle est répulsive à courte distance, elle ne dépend pas de si c'est des neutrons ou des protons. À bien d'égards, cette force, elle est un peu comme ce qui lie les molécules d'eau dans une goutte liquide, et d'ailleurs cette image de la goutte liquide servira, vous verrez, pour la description de la fission. Alors, j'en arrive à la découverte de la radioactivité artificielle par Irène et Frédéric Joliot. Alors, comment ils ont fait? Là, pareil, ils bombardaient de l'aluminium avec des particules alpha et ils créaient un phosphore plus un neutron. Mais ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'en rangeant la source alpha, l'activité continuait. Et en fait, ce qu'ils avaient créé, c'est ce phosphore 30 était radioactif lui-même et se désintégrait au bout d'un certain temps en un silicium 30 stable. Donc cette découverte a un peu bouleversé toute la physique nucléaire. Et d'ailleurs, il y a eu tout de suite, on a vu les applications dans le médical, puisque les éléments radioactifs, les radioéléments étaient quand même limités à des éléments lourds, toxiques. Là, on pouvait faire des éléments radioactifs non toxiques pour l'organisme. Et par exemple, le frère de l'inventeur du cyclotron, il utilise le phosphore 32 déjà en 1936 pour traiter la leucémie, par exemple.
Alors, cette radioactivité artificielle a tout de suite fait le buzz. Tout le monde s'est empressé d'irradier tout et n'importe quoi pour tenter de transmuter les choses. Et donc, Fermi, il a eu la bonne idée de... Moi, je ne vais pas utiliser des particules alpha, parce que quand même, les particules alpha sont chargées. Et il y a quand même la répulsion coulombienne avec les protons dans le noyau. Pourquoi pas utiliser des neutrons ? Ça interagit que par l'interaction forte. Et donc, il découvre que si je ralentis les neutrons, ils ont beaucoup plus de chances de transmuter, de provoquer des transmutations. Et donc, son groupe découvre 40 nouveaux isotopes en 3 ans. Et puis, il a l'idée, moi, je vais utiliser l'uranium comme cible, je vais le bombarder avec des neutrons, il va devenir un uranium 239 qui va être, et puis avec un peu de chance, il va subir une radioactivité bêta et se transformer en un élément plus lourd, l'élément 93. Et comme il voit des activités nouvelles, non répertoriées, il pense avoir créé l'élément 93, et même l'élément 94, il leur donne même des noms très poétiques en italien, Ossonium et Hesperium, c'est des noms poétiques pour l'Italie. Et il va récupérer son prix Nobel à Stockholm pour ses travaux sur les neutrons lents et pour la découverte de ces transuraniens. Il ne retournera pas en Italie à cause du régime fasciste et il va s'installer aux États-Unis. On verra qu'il aura une influence non négligeable là-bas. Alors, la course aux transuraniens est lancée et à Berlin, Otto Hahn, Lise Meitner et Fritz Strassmann font les mêmes types d'expériences et annoncent avoir, et eux également, synthétisé des radioisotopes transuraniens jusqu'à Z égale 96 même. En France, Irène Curie, avec son collaborateur, disent avoir identifié un transuranien, mais avec des propriétés similaires au lantane. Donc tout ça devient un peu compliqué pour mettre de l'ordre dans tous ces schémas, tous ces nouveaux noyaux qui décroissent, etc. Et donc, malheureusement, Lise Meitner doit partir et s'exiler en Suède à cause de la montée du fascisme, du nazisme en Allemagne. Et donc Otto Hahn et Fritz Strassmann continuent les expériences sans elle, mais ils sont en contact par lettres. Ils essaient d'expliquer les résultats français, mais alors Otto Hahn était un très très bon chimiste. Et là, il se heurte à un problème de séparation chimique et il publie que nous devons appeler barium, lantane et cérium, ce que précédemment nous avions pensé être du radium, de l'actinium et du thorium. C'est une décision difficile qui contredit toutes les expériences de physique nucléaire menées jusqu'à présent. En effet, toutes les expériences de transmutation, quand on bombardait un noyau avec des particules alpha ou des neutrons, on créait un nouvel isotope voisin. Et là, on créait des isotopes beaucoup plus légers, c'est-à-dire on bombarde de l'uranium et on finit avec du barium. Donc c'était incompréhensible pour Otto Hahn. Mais Lise Meitner, qui a cette vision de la goutte liquide dans la tête, elle réussit à expliquer ce qui se passe avec son neveu Otto Hahn. En fait, on a provoqué la fission, la cassure de l'uranium. Le neutron absorbé crée des instabilités dans cette goutte de matière nucléaire qui fait que il peut avoir des distorsions et poussé par la répulsion coulombienne de ces nombreux protons qui sont dans le noyau, et le système finit par s'allonger et puis pouf, fissionner. Et donc les activités mesurées par Enrico Fermi, et qui pensait être l'élément 93 et 94, sont en fait les radioactivités de fragments de fission. Et maintenant, si on fait un bilan énergétique, comme je vous l'avais expliqué, les deux fragments pèsent beaucoup moins lourd que l'uranium initial, et donc il doit y avoir une énergie colossale libérée dans cette fission, notamment énergie cinétique des fragments. Et en fait, il y a un moyen très simple de le voir. Et Otto Frisch, il rentre tout de suite à Copenhague où il travaillait avec Niels Bohr. Il monte l'expérience et il voit en effet le signal évident d'une énergie fantastique dans sa chambre d'ionisation. Cette expérience sera aussi répétée par Frédéric Joliot.
Et puis, Niels Bohr, donc tout le monde est au courant assez rapidement, Niels Bohr qui était en partance pour les États-Unis pour une série de conférences, il est au courant de cette fission, et avec son collègue Wheeler américain, ils élaborent la première théorie de la fission basée sur cette goutte liquide, et ils vont démontrer que ce n'est pas la capture d'un neutron par l'uranium-238 qui est responsable de la fission, mais c'est l'uranium-235 qui, en absorbant un neutron, fissionne. À Paris, Frédéric Joliot et ses collègues démontrent que chaque fission produit des neutrons, en moyenne entre 2 et 3. Et tout de suite, Joliot voit la possibilité d'une réaction en chaîne. C'est-à-dire que si un des neutrons émis dans une première fission peut aller provoquer une deuxième fission, etc., on peut entretenir comme ça une réaction en chaîne. Alors, il faut faire attention parce que des neutrons peuvent être capturés par l'uranium-238 qui ne fissionne pas. Il va juste devenir du plutonium. Et aussi, des neutrons peuvent s'échapper, du coup, c'est des neutrons perdus. Et donc, Joliot demande à Francis Perrin de calculer la masse critique qu'on doit avoir pour que cette réaction soit entretenue. C'est-à-dire que malgré les pertes, on continue à produire de la fission. Et donc Francis Perrin a introduit cette notion de masse critique et aussi modérateur pour ralentir les neutrons, parce que comme l'avait démontré Fermi, des neutrons lents ont plus de chances de faire fissionner l'uranium 236, 235 qui devient 236, que des neutrons rapides. Et d'ailleurs, juste à titre informatif, c'est Francis Perrin qui découvrira qu'une telle réaction en chaîne a eu lieu dans la nature. Je ne sais pas si vous êtes au courant du réacteur Oclo au Gabon. Donc il y a eu la masse critique suffisante naturellement pour avoir cette réaction en chaîne. Et le modérateur à Oclo, c'était de l'eau naturellement présent. Et quand la réaction en chaîne démarrait, l'eau bouillait, la réaction s'arrêtait puisqu'elle disparaissait. Et quand l'eau remontait, la réaction repartait. Comme ça, c'était des cycles de, je crois, 3 minutes. Voilà, alors la suite, vous la connaissez tous. On a eu le développement du nucléaire pour les bombes, Hiroshima et Nagasaki, mais aussi les premières centrales nucléaires électriques ont vu le jour dans les années 48. La pile Zoé française a vu le jour en 48. Il y a eu les premières générations d'électricité en Union soviétique, à échelle, je dirais, électricité, pas juste pour faire allumer quelques ampoules. Donc, bon, pendant la guerre, on sait ce qui s'est passé, mais il y a eu des découvertes qui ont continué en physique nucléaire. En particulier, en 1940, Flerov et Pézak démontrent que l'uranium fissionne spontanément. C'est-à-dire que même si on ne lui envoie pas un petit neutron pour le titiller, il peut fissionner de manière spontanée. Et donc, ça nous fait un total de ce qu'on appelle 4 radioactivités classiques plus gamma. Je vais en revenir. Donc, on a la radioactivité alpha. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a émission d'un hélium et transmutation d'une substance chimique en une autre. Bien sûr, la fission, c'est le noyau se casse en deux et relâche aussi également des neutrons. Il y a la radioactivité bêta- ici, où un neutron est transformé en proton, ou bêta+, où c'est l'inverse, c'est le proton qui est transformé en neutron. Et puis, sur toute la zone de la charte des noyaux, ici, vous avez, oui, j'ai oublié de l'expliquer, la charte des noyaux, c'est le nombre, chaque case représente un noyau en fonction de son nombre de neutrons, ici, et son nombre de protons. Et les noyaux que vous voyez en noir, ce sont les noyaux dits stables ou avec des durées de vie comparables ou très très grandes devant l'âge de la Terre. Et donc la radioactivité à gamma est présente, elle accompagne toutes ces autres radioactivités systématiquement. Et c'est ce que vous voyez sur cette charte, ce sont des nombres, 2, 8, 20, 28, 50. C'est ce qu'on appelle des nombres magiques. Et alors, pourquoi magiques ? Eh bien, ça a été tout de suite mis en évidence, enfin tout de suite quand on a commencé à regarder l'abondance des différents isotopes, etc. On a vu que les noyaux qui avaient un nombre très particulier de neutrons et de protons étaient plus abondants. Ils avaient
souvent plus d'isotopes stables, et puis ils étaient plus liés, c'est-à-dire qu'ils avaient une perte de masse plus importante due à la formation du noyau que les autres. Et donc, Maria Goppert-Mayer se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y aurait une structure en couche, comme les électrons autour de l'atome, qui pourrait expliquer ces nombres? Et elle se creuse la tête aussi pas mal de temps, et avec l'aide d'Enrico Fermi, qui lui fait une suggestion clé, elle réussit à trouver la forme du potentiel, enfin une expression pour le potentiel nucléaire moyen ressenti par chaque nucléon, qui donne des niveaux d'énergie des nucléons dont le remplissage va donner ces fameux nombres magiques. Je vous explique. Donc ici, on a des niveaux d'énergie qui vont en croissant, et chaque niveau est caractérisé par des nombres quantiques. On revient toujours à cette mécanique quantique, et donc on peut remplir chaque niveau par un nombre donné de nucléons. Ici, ça peut être des protons ou des neutrons. Et vous voyez que les niveaux se regroupent en couches. Il y a un grand gap ici entre ces deux couches, et après, ces deux niveaux sont pas loin en énergie. Après, il y a un grand gap. Et quand on remplit au maximum de ce qu'on peut remplir les niveaux, on arrive à 2, 8, 20, 28, 50. Donc, quelque part, elle avait démontré que le noyau n'est pas juste un joyeux micmac, qu'il y a une structure, une organisation quantique des nucléons au sein du noyau. Et à peu près au même moment et de manière totalement indépendante, l'Allemand Hans Jensen arrive à la même conclusion, et ils publieront ensemble le premier livre sur le modèle en couche des noyaux. Alors, ce modèle prédit pas mal de choses qui sont en effet observées, les moments magnétiques, l'existence d'états métastables des noyaux, prédit les spins des noyaux impairs en neutrons ou en protons, enfin les spins, c'est-à-dire les moments angulaires, et aussi la valeur de leur déformation proche des nombres magiques. Mais la collection des données grandissant avec les accélérateurs et les nouvelles techniques, on se rend compte que certains noyaux ont des moments quadrupolaires électriques, sont une distribution de charge très excentrée. On pouvait avoir des ballons de rugby, ou alors on pouvait avoir des soucoupes, genre c'est ce qu'on appelle des déformations prolètes et oblètes, 30 fois plus élevées que ce que prédisait le modèle en couche. Alors qu'est-ce qui se passait ? Comment c'était possible? Et c'est James Rainwater qui dit, mais peut-être que certaines trajectoires des nucléons peuvent polariser le noyau à se déformer, et en fait, il trouve son énergie minimale en se déformant. Et il fait le calcul, et en effet, il prouve que ça peut être le cas. Et alors, c'est une anecdote aussi. James Rainwater était à Columbia, à l'université de Columbia, et son partenaire, dans son bureau, il y avait Hoeber, et donc ils parlent ensemble de ce qu'il vient juste de démontrer, et Hoeber retourne à Copenhague où il travaille avec Ben Mottelson, et il va développer ce qu'on appelle le modèle unifié, c'est-à-dire qu'ils vont coupler les oscillations et les rotations de cette goutte qui peut se déformer aux trajectoires et aux mouvements des nucléons individuels, et ces 3 personnes recevront le dernier prix Nobel attribué à la physique nucléaire. Ça a été en 1975. Et je dirais que ça a été le début de l'ère de la spectroscopie nucléaire, avec notamment le développement des accélérateurs, des systèmes de détection de plus en plus performants à chaque fois. Voici comment le paysage nucléaire a évolué. Donc ici, c'est la charte des noyaux connue en 1935, où on connaissait 327 noyaux, 89 éléments chimiques différents. Et en 2022, on répertorie 3338 noyaux et 118 éléments. Le dernier en date, donc, c'est ce fameux oganesson qui a été créé dans une réaction de fusion d'un faisceau très lourd accéléré qui vient fusionner avec les atomes d'une cible de californium-249. Et on crée l'oganesson, et comment on sait et on suit ces désintégrations alpha vers son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils qui fusionnent. Et ici, je vous représente le nombre d'isotopes découverts en fonction de l'année, et vous voyez des pics. Et on retrouve en fait toutes les différentes étapes dont je viens de vous parler. Bien sûr, la radioactivité avec tous ces nouveaux radioéléments qui en fait étaient des radioisotopes. Les débuts de la spectrométrie de masse, où on a vu qu'il y avait des isotopes pour des
pour des noyaux stables. Les premiers accélérateurs qui accéléraient tant bien que mal des protons, des héliums, etc., et aussi les transmutations induites par neutrons à la Fermi. La découverte, bien sûr, de la fission, on a découvert tous ces fragments de fission qui étaient très nombreux. Et après la guerre, le développement des accélérateurs, capables de produire des ions accélérés à des énergies de plus en plus grandes, ce qui permet de créer de nouveaux noyaux par tout un tas de réactions nucléaires. Et récemment, on a vu le démarrage de nouvelles générations de machines, notamment au Japon, et très récemment aux États-Unis. Et en Europe, on devrait bientôt avoir le démarrage de machines également. Donc, ces machines qui permettent de produire des noyaux de plus en plus exotiques, avec des rapports neutrons sur protons de plus en plus exotiques, ou alors à des moments angulaires très très importants, ont donné une foison de découvertes de nouveaux phénomènes. Et ici, je vous en donne quelques exemples. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des noyaux bulles, c'est-à-dire par exemple le silicium-34. Si on regarde sa distribution de charge, on voit qu'elle est creuse au centre. Il y a aussi ce qu'on appelle des noyaux à halo. Par exemple, le lithium-11 a un halo de 2 neutrons qui fait en fait que la taille de ce lithium-11 est comparable à la taille d'un noyau qui a 208 nucléons. Donc, il y a aussi des pots de neutrons, il y a des halos de protons, tout un tas de phénomènes, pour la plupart inattendus. Des déformations exotiques, donc des déformations, on appelle ça la superdéformation. Le rapport grand axe sur petit axe est de l'ordre de 2 et il tourne à des vitesses impressionnantes. En 1 seconde, il tourne plus que ce qu'a tourné la Terre depuis sa création, par exemple. Des noyaux poires, le radium-224, des nouvelles radioactivités. Donc, on dépasse les 4 radioactivités classiques. C'est plus seulement alpha, bêta, gamma, fission, mais ça peut être cluster, par exemple carbone 14, ça peut être 2 protons, 1 proton. On cherche 2 alphas. Donc voilà, des coexistences au sein d'un même noyau. Un noyau, si on lui donne un peu plus d'énergie ou un peu moins, il va se déformer de manière radicalement différente. Et très récemment, un état nouveau de la matière, 4 neutrons. Alors bien sûr, on sait qu'il y a des étoiles à neutrons, mais ce n'est pas essentiellement composé de neutrons. Mais là, c'est vraiment un état qui ne serait pas tout à fait stable, mais observable, 4 neutrons. Voilà. Donc je dirais, pour terminer, que la physique nucléaire a révolutionné la physique et la société, et que je crois, et j'en suis persuadée, qu'en ces débuts du XXe siècle, le noyau n'a pas fini de nous surprendre. Voilà, je vous remercie.